Bonsoir à toutes et tous pour ce webinaire qui rentre dans le cadre de la Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques. Alors, on a choisi avec l'équipe Medcal de traiter ce soir du Covid. Alors, vous allez me dire quel rapport avec les antibiotiques? Il y en a quand même un. On sait qu'il y a eu des tombereaux d'antibiotiques qui ont été prescrits à l'occasion de l'infection par la Covid. Et donc, ça sera aussi l'occasion peut-être d'en discuter, de remettre les choses en place. Vous êtes plus de 700 à être inscrits pour ce webinaire, donc très heureux, hein, c'est un beau succès pour cette première consacrée à la Covid. Et donc on a un programme qui va tenter de cerner un petit peu les différents aspects de cette infection, à la fois adultes et enfants, cliniques et virologiques. Et donc, juste un petit rappel, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le site et on essaiera de traiter un maximum de questions après les interventions. On va enchaîner les 3 interventions de façon à ce qu'il n'y ait pas de redondance, notamment dans les questions. On essaiera de faire des tirs groupés sur les questions après les 3 interventions et pour une fin programmée vers 20h45. Et donc, je vais commencer par passer la parole au professeur François Raffi, qui est chef de service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Nantes et qui va nous parler de la clinique et de la thérapeutique de l'infection par le Covid-19. Merci David, je suis très heureux de partager cette session avec mes collègues professeurs Graleguen et docteur Bressolette de virologie. Donc je vais commencer par les aspects cliniques et thérapeutiques pour d'abord vous rappeler en termes de transmission que la période d'incubation est en moyenne de 5 jours, mais il peut y avoir des écarts un peu plus longs, même si ça reste globalement comme tout virus respiratoire assez bref, c'est quand même plus long que pour la grippe, hein, vous voyez. Donc ce qui est important également de voir sur la figure, c'est que la contagiosité débute 2 à 3 jours avant l'apparition des premiers symptômes et que, Céline y reviendra probablement, l'apparition des symptômes succède au pic viral au niveau des voies respiratoires. Donc ce pic, la période la plus contagieuse est environ 0,5 à 1 jour avant l'apparition des premiers symptômes. Et ensuite, il y a une diminution progressive de la quantité de virus dans les sécrétions respiratoires et avec, au-delà de J7, une infectiosité faible ou nulle. Vous savez que cette transmission est facile puisque c'est un virus respiratoire et qu'au début, on l'a estimé à 2, voire à 3 dans certains clusters, que il y a, donc comme vous le savez, beaucoup de patients qui restent asymptomatiques et que ces personnes asymptomatiques ont une charge virale identique aux patients symptomatiques, donc ils sont autant transmetteurs, il y a même des hypertransmetteurs et qu'ils sont responsables de l'ordre de 50% de la transmission communautaire. Il n'y a pas de transmission verticale et le virus peut être retrouvé dans les selles, mais il n'est pas infectieux. En ce qui concerne la physiopathologie, vous avez en haut représenté le virus avec donc ces glycoprotéines qui va aller se fixer sur un récepteur cellulaire qui est très présent au niveau des cellules épithéliales respiratoires, le récepteur ACE2, et qui va ensuite, par un corécepteur TMPRS2, être internalisé dans ces cellules où il va repliquer son ARN pour ensuite la fabrication de protéines virales et l'assemblage des protéines virales et des nouveaux ARN pour former des nouvelles particules virales qui, après maturation, vont être externalisées et ainsi diffusées au niveau des voies respiratoires, mais aussi au niveau systémique.
vous voyez bien sûr que dans cet environnement respiratoire, il y a bien sûr des macrophages alvéolaires qui jouent un rôle très important dans la physiologie pulmonaire, et aussi il y a les vaisseaux et le versant endothélial de ces cellules pulmonaires. Donc ce qui se passe normalement dans une infection qui va guérir, ce qui est le plus fréquemment le cas, comme on verra, c'est, alors je ne sais pas où est la flèche, je suis désolé, mais vous voyez qu'à gauche, eh bien, il y a intervention des différentes cellules immunitaires localement, cellules T, macrophages, monocytes, avec donc sécrétion d'un certain nombre de messagers ou de cytokines de la défense immunitaire, et qui vont permettre, dans un temps relativement bref, de internaliser le virus, de le détruire, de faire intervenir les CD8 effecteurs et de ainsi détruire le virus. Il y a en même temps une réponse immunitaire avec des anticorps neutralisants, vous voyez en haut sur la figure, qui vont permettre de créer une réponse à la fois, donc tout ceci crée une réponse à la fois humorale et une réponse cellulaire qui permet de auto-limiter l'infection et de faire en sorte que le virus est éliminé sans avoir créé trop de dégâts au niveau de la sphère respiratoire, notamment pulmonaire. Donc malheureusement, chez certains patients, au lieu d'avoir à gauche cette régulation immune équilibrée et qui permet de clearer l'infection, il va y avoir un dysfonctionnement de la réponse immunitaire avec donc un afflux massif de ces cellules immunitaires qui vont hyper exprimer les cytokines et les produits de l'inflammation, qui vont créer des ruptures de perméabilité vasculaire, et on va avoir possiblement une aggravation aussi par des anticorps qui vont créer une réaction contre l'hôte, et qui vont, tout ça va contribuer à ce qu'on appelle l'orage cytokinique, enfin, ou l'orage inflammatoire, et à donc une atteinte d'organes hyperinflammatoires qui va se traduire par non seulement une détresse respiratoire, mais aussi, ça c'est ce qui se passe au niveau du poumon, une atteinte généralisée, avec des atteintes qui concernent également le cœur, le rein. Il peut y avoir aussi des atteintes neurologiques, des atteintes digestives, et donc les patients sont avec plusieurs pathologies, mais essentiellement une pneumopathie hypoxémiante. Un autre élément important dans ce processus, c'est cette atteinte endothéliale qu'on comprend un peu mieux maintenant, qui est expliquée par l'atteinte aussi directe du virus sur les cellules endothéliales, qui crée une hypercoagulabilité et une hypofibrinolyse responsable de microtrombies au niveau pulmonaire. Et ces microtrombies, qu'on ne détecte pas toujours cliniquement, même radiologiquement, explique certaines formes graves et des décès rapides de patients, voire des patients qui sont réfractaires à la ventilation mécanique. Donc il y a à la fois une atteinte inflammatoire hyperimmune pulmonaire et des microtrombies au niveau de la vascularisation pulmonaire, indépendamment des complications thromboemboliques qui sont favorisées par cet état hyperinflammatoire des patients. Donc pour résumer sur le plan physiopathe et clinique, la première phase qu'on voit dans toutes les infections virales, y compris respiratoires, c'est donc une production importante de virus qui va s'atténuer au fil des jours, et chez les patients qui vont avoir une guérison spontanée, en 7 jours, c'est réglé. Ils vont avoir une immunité, comme on va le voir tout à l'heure, qui va apparaître, protectrice. Et puis, donc ces patients-là ont des signes modérés, parfois un peu de signes pulmonaires, mais ça se limite à une toux sèche. Ils peuvent être un peu lymphopéniques, parce qu'il y a également une petite virémie, même si elle n'est pas majeure chez ces patients, mais qui fait qu'il y a, comme beaucoup de viroses aiguës, une lymphopénie transitoire. Malheureusement, chez à peu près 20% des patients,
il y a cette dysrégulation immune-inflammatoire qui fait que même si le virus chez ces patients-là diminue dans la même dynamique que chez les patients qui vont guérir, il y a la réaction inflammatoire et immune inappropriée qui s'installe et qui finalement s'auto-entretient avec l'apparition d'abord d'une dyspnée non hypoxémiante, puis rapidement hypoxémiante, et bien sûr avec des anomalies radiologiques qui se voient à la radio pulmonaire, et des manifestations systémiques au niveau élévation des transaminases et un syndrome inflammatoire qui apparaît. Et puis, au fil des jours, eh bien, le processus s'auto-entretenant, on va avoir une pneumonie hypoxémiante avec syndrome de détresse respiratoire aiguë, atteinte multi-organes, et donc ces microtrombies que je vous expliquais au niveau pulmonaire qui concernent de l'ordre de 20% des patients. Et dans ce stade-là, on a une élévation de plusieurs marqueurs inflammatoires et de plusieurs cytokines qui donc sont le témoin de ce qui est en train de se passer au niveau des organes. Comment ça se passe en termes de proportion de patients qui développent ces formes? Eh bien, on considère qu'à peu près la moitié des patients sont asymptomatiques. On a des études qui varient selon des données qui varient selon les études, par exemple sur le Charles de Gaulle, et ça dépend aussi de l'âge des patients. Chez les enfants, chez les adultes, on pourrait y revenir. Mais vous voyez que c'est quand même assez élevé. Et encore une fois, ces personnes-là sont transmetteuses, même si elles guérissent rapidement. Les patients symptomatiques, c'est 85%. Donc vous voyez, ça reste une maladie grave, peu fréquente, mais quand même, quand il y a une pandémie, ça devient important, et avec une guérison qui habituellement survient en moins d'une semaine, même si, comme beaucoup de maladies respiratoires virales basses, on peut avoir une toux irritative qui persiste jusqu'à 2 semaines. Les formes graves, c'est les formes donc, qui vont être hypoxémiantes. 15% des patients symptomatiques, elles sont sévères dans 80% des cas, critiques dans 20% des cas. Ce qu'on appelle les formes sévères, c'est les formes qu'on voit nous, c'est-à-dire des patients qui ne requièrent pas la réanimation, mais qui vont être très inflammatoires sous oxygène et avec des risques de thrombose, et qui vont pouvoir avoir l'oxygène pendant plusieurs jours ou semaines. 10% de décès aujourd'hui, on a, globalement, peut-être un peu moins aujourd'hui, et pour les patients en réanimation, jusqu'à 40% de décès. Donc ces formes hypoxémiantes surviennent, comme vous l'avez vu sur le schéma précédent, ça c'est une autre façon de le montrer, dans les 6 à 10 jours, parfois un peu plus prolongés. Donc nous on dit aujourd'hui 6 à 12 jours après les premiers symptômes de fièvre ou de toux, et les patients deviennent assez rapidement et brutalement dyspnéiques par rapport au schéma que je vous montrais tout à l'heure de cette réaction inflammatoire au niveau pulmonaire. Donc c'est là qu'il faut être vigilant. Alors ensuite, pour les patients hospitalisés, la mortalité globale, vous voyez, donc entre les réanimations et les patients non réanimatoires, a été estimée en Angleterre sur les 20 000 patients hospitalisés entre février et avril à 26%. Probablement qu'aujourd'hui, ça serait moins avec les stratégies thérapeutiques que nous avons. Et vous voyez que clairement, il y a un facteur âge qui joue, puisque vous voyez qu'après 80 ans, il y a 11 fois plus de risque de mortalité, mais que déjà entre 50 et 60 ans, il y a 2,6 fois plus de mortalité par rapport à des patients de moins de 50 ans. Les femmes ont 19% de moins de risque de mortalité, et après, je ne vous détaille pas les chiffres, mais vous voyez que pour chaque pathologie chronique, il y a un surrisque de mortalité. J'ai mis en exergue l'obésité, parce qu'on ne considère pas toujours que c'est une maladie, mais néanmoins, vous voyez qu'ici, on a 33%, indépendamment des autres facteurs, de surrisque de mortalité sur les obésités à plus de 30 d'IMC. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie? Eh bien, comme pour beaucoup d'infections virales respiratoires, ils sont non spécifiques et très variables. Ça va du patient asymptomatique, polysymptomatique à la pneumonie sévère. Il peut y avoir des atteintes purement respiratoires hautes. Ce qui est assez fréquent, on le voit quand on interroge les patients, c'est qu'il y a une asthénie assez profonde qui débute
avant l'apparition du syndrome pseudogrippal, parfois plusieurs jours, et avant la fièvre, les myalgies ou les signes respiratoires. Donc c'est souvent... Bien sûr, si on n'était pas en période de pandémie ou s'il n'y avait pas cette situation, on pourrait faire du diagnostic différentiel avec des viroses respiratoires, mais c'est un peu comme la grippe, hein. À partir du moment où on est en pandémie, tout signe qui ressemble à un Covid est un Covid, hein. Les enfants, Christelle y reviendra, sont le plus souvent asymptomatiques. Les fameuses anosmies ou agueusies sont assez fréquentes. C'est peu sensible, mais c'est très spécifique. Il ne faut pas négliger ces signes parce qu'il y a très fréquemment des séquelles. On ne sait pas si elles sont définitives, mais nous avons plusieurs patients qui, 7-8 mois après, y compris des patients jeunes sans facteur de risque, restent totalement anosmiques, agueusiques, avant que vous imaginez les conséquences psychologiques et de confort de vie. Et donc, il faut rééduquer ces patients. Vous avez ça sur Internet, vous tapez Société ORL anosmie Covid et vous retrouverez... alors la rééducation olfactive n'est pas toujours efficace, mais en tout cas, il faut encourager les patients à le faire. Si je puis dire, ça les occupe en attendant éventuellement 6 mois pour prendre un avis ORL. Les ORL disent qu'il faut attendre 6 mois avant de les consulter. La fièvre, elle est quasi constante. En tout cas, chez les patients hospitalisés, nous, on retrouve toujours cet élément, soit avant l'hospitalisation, soit au début de l'hospitalisation. Pour les formes ambulatoires, il y a probablement, dans les formes post-symptomatiques, des patients non fébriles. Donc, la fièvre est d'intensité variable. Si la fièvre persiste ou réapparaît, normalement, même les patients graves, lorsqu'ils sont en pneumopathie hypoxémiante, sont pas toujours fébriles. Donc, si la fièvre, vous avez un patient qui a été fébrile, qui a fait des signes de Covid, qui a l'air de s'améliorer, qui n'a pas encore atteint les 6 jours, 12 jours, si la fièvre réapparaît, mais qui n'a pas encore de signes respiratoires, il faut quand même que vous soyez très vigilant dans la surveillance, parce qu'il risque d'évoluer dans les jours suivants vers une forme sévère. Bon, les autres signes sont assez banaux, notamment la toux. Je voudrais insister sur les diarrhées et la confusion qui sont assez fréquents chez les sujets âgés et qui ne sont pas toujours associés à des signes respiratoires. Donc ensuite, ce qui est important, bien sûr, c'est de détecter les signes de gravité, soit immédiats, soit dans la surveillance. Les principaux signes de gravité par rapport à cette maladie sont la fréquence respiratoire à plus de 30, une saturation à l'air ambiant à moins de 90%. Il y a bien sûr les constantes vitales, la tachycardie, l'hypotension, les troubles de conscience et une altération inexpliquée de l'état général chez les sujets âgés. C'est assez fréquent qu'on ait des confusions, comme je vous l'ai dit sur la slide précédente. Donc s'il n'y a aucun de ces signes, vous pouvez notamment... lorsqu'on est loin de ces paramètres-là et qu'il n'y a pas de dyspnée, qu'il n'y a pas de comorbidité et que l'environnement est favorable, vous pouvez prendre en charge à domicile. Même s'il y a des comorbidités, vous pouvez les garder à domicile, mais en les surveillant bien. On ne prendra en hospitalisation que les patients qui ont besoin d'oxygène aujourd'hui, en sachant qu'il faut être très vigilant lorsqu'il n'y a pas encore ces signes chez les patients comorbides et âgés. Si vous avez un seul critère parmi les critères en haut lors de la surveillance ou lors du diagnostic initial, il faut hospitaliser immédiatement le patient en contactant le 15. Éventuellement, pour certains patients, on peut les prendre directement, mais il vaut mieux réguler par le 15. Donc encore une fois, en résumé, la particularité du Covid-19, c'est la possibilité de dégradation rapide de l'état respiratoire, vigilance entre S12 et S12, donc nécessité d'un suivi régulier et d'une réévaluation et vraiment de dire aux patients qu'ils font aussi de l'auto-évaluation de leur état pour vous recontacter en cas de la moindre crainte. Donc ça, c'est les dernières recommandations de l'HAS et c'est très important aussi d'avoir un œil sur le patient parce que les patients ne s'aperçoivent pas toujours qu'ils deviennent dyspnéiques. Il n'y a pas, dans le Covid, il peut y avoir une mauvaise prise de conscience par les patients de leur dyspnée. Sur le plan thérapeutique, je vais aller assez vite pour vous dire qu'en termes on a quand même fait un petit progrès depuis la première vague, dans le sens où aujourd'hui, on a pu démontrer que la dexaméthasone à faible dose
permettait de diminuer de 40% la mortalité chez les patients de réanimation, de 20% chez les patients oxygénorequérants non réanimatoires, et qu'il ne faut surtout pas oublier l'oxygénothérapie à bas débit et si nécessaire à haut débit, pour maintenir une bonne oxygénation du patient pour éviter les autres conséquences néfastes de l'hypoxie. Sur le plan antiviral, il y a un médicament qui s'administre sur 5 jours en intraveineux, qui est le Remdesivir, qui a une faible action antivirale, dont l'efficacité reste discutée et qui est probablement surtout intéressant pour les formes oxygénodépendantes hors réanimation et vu relativement précocement, c'est-à-dire plutôt à J6, J9 qu'à J9, J12. Le tocilizumab, il y a toujours des études en cours, c'est un inhibiteur de cytokine. Et puis, je vous en parlerai à la fin, il y a des immunothérapies passives d'administrer des anticorps chez ces patients qui font des anticorps tardifs et qui n'ont pas pu clearer le virus suffisamment rapidement et qui risquent de passer en dégradation. Nous avons des critères précis de sortie d'hospitalisation. Le patient doit être bien sûr apyrétique. En général, c'est souvent le cas assez rapidement. Mais surtout sevré d'oxygène depuis au moins 24-48 heures. Tout dépend de la durée qu'il a eu d'oxygène. Mais les patients qui ont été oxygénothérapiés longtemps, c'est 48 heures. L'atout et l'asthénie peuvent persister longtemps, surtout l'asthénie. Et puis, pour les patients que l'on voit précocement, il peut y avoir des patients qui en fait, ont très peu de symptômes initialement et qui s'aggravent avant le J6 et donc qui sont hospitalisés très précocement. Même s'ils s'améliorent vite avec les traitements, on les gardera au moins jusqu'à J10 des premiers symptômes. Sauf chez ceux qui avaient très peu de signes de gravité initialement, mais normalement ils ne sont pas hospitalisés. Lorsqu'on fait sortir les patients, s'ils sont un peu limites, bien sûr, il faut qu'ils soient réévalués rapidement par vous. On n'a plus de cellules de suivi dédiées aujourd'hui. Et puis, bien sûr, les patients, on les éduque pour l'autosurveillance sur la dyspnée et essentiellement. Il y aura peut-être prochainement une application pour les patients pour s'autosurveiller. Je ne reviendrai pas trop là, mais on peut en discuter sur la poursuite de la prophylaxie de la maladie thromboembolique veineuse et pulmonaire. Je ne vous ai pas précisé, mais on l'a fait systématiquement chez les patients et c'est un élément important. Quand vous avez vu la fréquence de la maladie thromboembolique dans ces patients inflammatoires, et on la poursuit en post-hospitalisation, en général 7 jours, uniquement chez les patients qui, à cause de leur Covid, vont avoir une mobilité restreinte. Pour les autres patients, c'est en fonction des recommandations usuelles, cancer actif, etc. Et puis la prise en charge post-hospitalisation, elle est à coordonner par les différents acteurs autour du médecin généraliste en fonction des besoins des patients, notamment de la kinésithérapie respiratoire et puis souvent un soutien psychologique, nutritionnel, parce que les patients sont quand même très stressés et choqués par leur hospitalisation. Rester sous oxygène et se demander si on va passer en réa, c'est extrêmement lourd sur le plan psychologique. Alors nous, ce qu'on fait dès qu'ils peuvent, les patients, c'est de leur apprendre à améliorer leur capacité respiratoire par le RespiFlow. Et donc vous voyez, on le fait sous oxygène dès qu'ils sont un peu mieux. Ensuite, on leur propose pour certains de poursuivre à domicile. Alors, quelle est la prise en charge ambulatoire d'un Covid confirmé? Donc là aussi, c'est les recommandations HAS du 5 novembre. Donc pour un patient symptomatique, c'est-à-dire avec une détection de l'antigène entre J1 et J4 ou du virus par PCR sur un prélèvement nasopharyngé, c'est un isolement de 7 jours avec 48 heures d'apyrexie, la prescription de masques chirurgicaux 2 par jour, en apprenant bien aux patients à mettre le masque. On voit encore trop de patients qui ont le masque dessous le nez et qui ne savent pas pincer un masque. Vous voyez que c'est une légende de dire qu'on ne peut pas vivre avec un masque. Je vous parle depuis un quart d'heure ou 24 minutes avec un masque et je ne suis pas du tout gêné. Donc ça s'apprend et voilà. Organiser le dépistage des contacts Covid via le site, en déclarant sur le site AméliPro. Organiser la surveillance, comme je vous l'ai dit précédemment, en la renforçant si le sujet est âgé ou comorbide. Et attention, comme je vous l'ai dit, à l'hypoxie non toujours ressentie.
Chez un patient symptomatique en attente de PCR, il faut également l'isoler, surtout si vous avez une forte suspicion clinique et si vous avez un patient symptomatique à PCR négatif, vous le prenez en charge comme un Covid, et parce que la sensibilité n'est pas de 100% du test. Et donc, encore une fois, comme on l'a dit, dans un contexte pandémique, épidémique, toute personne présentant des manifestations cliniques évocatrices est considérée comme Covid-19 jusqu'à preuve du contraire. Donc, le meilleur traitement en ambulatoire, c'est la surveillance, soit en présentiel, soit par télésurveillance, soit vous pouvez, pour certains patients, demander à une infirmière, notamment pour les sujets âgés qui ont des injections ou des soins, de vérifier les paramètres vitaux et respiratoires. Attention à la phase critique JCJ12. Pas de bilan biologique ni radiologique, rien n'est nécessaire. La bonne auscultation qu'on a appris à la faculté, ça suffit. Traitement symptomatique, paracétamol si fièvre ou douleur. Les anti-inflammatoires strictement contre-indiqués, de même les corticoïdes qui sont délétères chez les patients non oxygéno-requérants. Pas de corticoïdes, même s'il y a une toux très irritative. Pas d'indication non plus à une antibiothérapie pérosystématique. Par contre, si vous avez des crachats purulents ou à l'auscultation une suspicion de foyer, où ça peut se discuter sur terrain très immunodéprimé, vous pouvez mettre une antibiothérapie à visée respiratoire pneumopathie classique par amoxicilline acide clavulénique, éventuellement en rajoutant un macrolide selon les données de la clinique. L'azithromycine est contre-indiquée, l'hydroxychloroquine est contre-indiquée, l'association est encore plus contre-indiquée parce qu'elle a un effet délétère et l'anticoagulation préventive n'est indiquée que chez les gens qui vont devoir s'aliter pour leur Covid ou les personnes qui ont un facteur de risque habituel thromboembolique. Pour les patients qui ont une maladie chronique et qui ont des traitements de fond, même qui peuvent interférer avec le récepteur ACE2 ou qui ont déjà des corticoïdes, il n'y a aucune indication à modifier ce traitement en cas de Covid. Même pour nous, pour les patients qui sont hospitalisés, on ne modifie pas les traitements. Bien sûr, inciter les patients à participer aux essais cliniques en soins de santé primaire, il va y en avoir de plus en plus. Ce qui concerne la vitamine D, je vous ai mis cette petite dia parce qu'il y a une étude qui est coordonnée par les collègues d'Angers, à laquelle participent également les pédiatres nantais. Ils ont publié une petite série de 77 Covid de 78 à 100 ans et ils ont constaté sur une étude rétrospective que les patients âgés qui étaient sous vitamine D au long cours depuis un an, ou ceux qui avaient eu de la vitamine D quelques heures après le diagnostic de Covid, avaient une survie, vous voyez, 81-93, meilleure que les patients qui n'avaient pas eu de vitamine D ni au cours de l'année antérieure, ni pour le Covid. Et donc, ils ont mis en place un essai randomisé où ils vont comparer une dose faible et une dose forte de vitamine D par rapport à la mortalité de ces sujets hospitalisés en unité gériatrique. Si vous avez l'impression que le patient s'aggrave, vous pouvez éventuellement faire un bilan biologique, numération, formule sanguine, une CRP et des LDH. Ça peut se discuter, j'ai mis un point d'interrogation, car effectivement, une des questions qui avait été posée par vous avant la réunion, c'était est-ce qu'il y a des facteurs pronostiques. Il semble qu'un taux de LDH supérieur à 250 ou supérieur à 500 unités dans les formes ambulatoires soit prédictif de l'aggravation. Si le patient développe des signes respiratoires, si vous avez la possibilité de faire un scanner, ce n'est pas toujours facile, mais il faut le privilégier. Il est toujours positif, y compris dans les formes symptomatiques non sévères, et bien sûr, il sera encore plus dans les formes sévères, mais si vous avez l'ARP, ça peut suffire en première approche. Donc, surveillance accrue, si les facteurs de risque de forme sévère, ça correspond aux patients que je vous ai montré tout à l'heure dans la série anglaise qui meurent le plus. L'HAS a également publié tout récemment une recommandation en disant qu'il y avait une possibilité de prendre en charge le Covid avec de l'oxygène à domicile dans certaines conditions pour les patients qui sortaient parce qu'ils n'avaient pas encore sevré, ou pour les patients qui avaient des besoins limités en oxygène, avec nécessité d'une équipe, d'un lien avec l'équipe hospitalière et le SAMU. Et puis, il faut des conditions de domicile, de compréhension, d'âge, de critères respiratoires
du patient, d'absence de facteurs de risque de forme sévère et bien sûr d'absence de suspicion d'embolie pulmonaire. Donc c'est un peu compliqué, j'avoue, mais c'était aussi mis parce qu'on avait peur à ce moment-là qu'on soit débordé par la deuxième vague. Mais pourquoi pas? L'objectif de cette oxygénothérapie, c'est comme pour nous, c'est le maintien d'une saturation à plus de 92% sans tachypnée, avec une surveillance infirmière 2 à 3 fois par jour. Chez ces patients-là, puisqu'ils deviennent oxygénorequérants ou qu'ils le sont, une anticoagulation prophylactique avec des posologies renforcées d'enoxaparine s'ils sont obèses ou s'ils ont des facteurs de risque de maladie thromboembolique pendant 7 à 10 jours et des corticoïdes qui peuvent être prescrits à domicile également pendant 5 à 10 jours avec la référence qui est la dexaméthasone. Si elle n'est pas disponible en ville, l'HAS recommande de la prednisone à 40 mg. Vous voyez, ce n'est pas des doses majeures. Toute aggravation de ces patients-là nécessitera de l'hospitaliser, notamment s'il n'y a pas d'amélioration après 72 heures d'oxygénothérapie à la maison et éventuellement avec le SAMU s'il y a une aggravation plus importante. Et puis il y a une astreinte 24-24 de l'infection REB sur Nantes. Bon, je passe sur les conditions de transfert en EHPAD ou SSR non Covid. Vous pouvez retrouver ça sur le site de l'HAS. Ça vient d'être remis à jour tout récemment avec, pour les personnes asymptomatiques, 7 jours d'exclusion. Donc c'est ce qu'on a dit par rapport à la contagiosité. Pour les formes non graves, c'est donc symptomatique 14 jours. Pareil pour les asymptomatiques immunodéprimés. Pour les formes non graves de l'immunodéprimé ou les formes graves ou réanimatoires, c'est 24 jours. Et donc, si on transfère avant, à ce moment-là, il faudra refaire une PCR pour avoir une estimation de la quantité virale nasopharyngée qui montre un virus non transmissible sur des seuils prédéfinis. En sachant que lorsqu'on transfère dans les délais qui sont indiqués à droite, on ne refait pas de PCR à ce moment-là, puisque la PCR reste positive des semaines ou des mois, on détecte du matériel génétique. En termes de prévention, et je termine mon topo là-dessus, le masque, le lavage des mains et la distanciation sociale restent les 3 éléments majeurs. Pour les personnes suspectes ou contacts, les personnes qui ont des symptômes, c'est l'isolement avant le testing dès qu'on peut. Ce n'est pas testing-isolement, c'est isolement-testing et le tracing des contacts. Je vais vous parler de l'hydroxychloroquine, des anticorps neutralisants et des vaccins. Alors, vous voyez que c'est important, il y a encore des négationnistes du masque. Clairement, le masque, il sert aux deux. Il sert aux personnes qui ont le virus parce qu'ils vont avec le masque bien porté. Si ça fuit par le haut parce qu'ils portent bien le masque, ça ne sert à rien puisque ça s'aérosolise. Mais le masque chirurgical diminue de 95% l'aérosolisation des particules virales infectieuses. Et cette faible quantité qui est quand même excrétée, elle ne contamine pas la personne qui porte un masque parce qu'il a ce masque. Donc les deux, c'est important. Donc c'est important vraiment de faire passer ce message. Et vous voyez que la distanciation sociale, c'est quand même, ça réduit de manière très importante le risque, le masque également, et la protection oculaire lorsqu'on fait des gestes à risque, notamment dans les EHPAD ou si vous êtes amené à intervenir, notamment pour le personnel soignant, mais uniquement dans ce cas-là, lorsqu'on s'approche des sécrétions respiratoires des patients, c'est également utile. L'hydroxychloroquine en prévention, c'est inefficace. Je passe sur les détails. 2 études randomisées sur 800 patients. Vous voyez, 11% versus 14% le placebo, 14% versus 14%, c'est plus toxique, donc on oublie l'hydroxychloroquine même en prévention. Les anticorps neutralisants, ça se développe beaucoup. Vous avez tous entendu parler du Régénéron qu'a reçu un certain individu outre-Atlantique, mais il y en a d'autres. Et vous voyez que les traits rouges ici vous indiquent la fenêtre de tir qu'on étudie pour ces anticorps. Et vous voyez qu'ils sont tous utilisés dans les 7 à 10 premiers jours de l'infection. Et vous voyez que les anticorps n'apparaissent que, en général, vers le 7e, 10e jour à un seuil quantifiable. Et que donc, on essaye, par l'administration de ces anticorps, d'apporter des anticorps neutralisants
le virus pour permettre de pallier ce retard des anticorps de l'individu et lui permettre ainsi d'éviter vers les formes graves. Donc le bamlanivimab du laboratoire Lilly vient d'avoir la semaine dernière l'autorisation de la FDA pour des patients qui sont entre J1 et J3 de l'infection. Le deuxième anticorps de GSK, lui, est testé entre J1 et J4 des premiers symptômes. Donc clairement, ça ne concerne pas les patients qu'on voit nous. Et on va faire des études avec celui d'AstraZeneca à Nantes très prochainement. Et peut-être que par Medcal, on vous sollicitera pour des patients qui sont entre J1 et J7 des symptômes, mais qui ne sont pas graves, pour justement des patients à risque ou des patients âgés, éviter qu'ils soient hospitalisés. Le Régénéron, il va jusqu'à 10 jours, mais lui, il nécessite 2 anticorps monoclonaux. Et nous, on utilise à Nantes, on teste l'anticorps polyclonal de Xenotera, le XAV19, qu'on administre jusqu'à J10 des symptômes pour prévenir les infections graves. Donc c'est un anticorps polyclonal, ce qui permet de cibler plusieurs épitopes viraux, alors que les monoclonaux ne ciblent qu'un épitope de la protéine S, avec un risque qu'il n'y ait pas une réponse immune qui soit suffisamment complète. Mais en tout cas, pour Lilly, ça a marché. Les vaccins, il y en a, vous voyez, plus d'une 50aine en développement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pistes différentes qui sont évaluées. Et notamment en phase 3, il y a plus d'une dizaine de vaccins avec différents types d'approches, soit du vaccin à protéines recombinantes adjuvées, comme on a déjà pour beaucoup de vaccins, notamment le fameux Sanofi Pasteur et GSK, dont ils viennent d'annoncer qu'ils auraient les résultats en juin, donc ils ont pris un peu de retard. Les 2 vaccins à ARN messager de Pfizer et de Moderna, dont on a eu les résultats hier et la semaine dernière. Des vaccins vectorisés qu'on connaît déjà, notamment pour l'Ebola et pour d'autres protections virales. C'est donc un virus non pathogène qu'on va administrer et qui va aller infecter les cellules humaines. Et ce virus exprime la glycoprotéine S du SARS-CoV-2 et pardon, là il y a une petite erreur. Voilà. Et il va ainsi faire fabriquer des anticorps. Donc il y a d'abord ce virus qui est à adénovirus simien défectueux, c'est le ChAd-Ox-Cov-19 qui a été développé par l'unité d'Oxford et qui est développé par AstraZeneca. Il y a d'autres virus à adénovirus, stomatite vésiculeuse et rougeole qui sont pour l'instant à des phases plus précoces. Et puis il y a également en Chine un vaccin où, d'après ce qu'ils disent, qui semble très bien marcher, à virus atténué, comme on a pour la rougeole ou pour d'autres maladies virales. C'est assez facile à faire, mais voilà, on verra qu'est-ce que ça donne en termes d'immunité au long cours. Et pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que pour les 2 vaccins Pfizer et Moderna, ça prévient des formes légères à modérées de Covid. On ne sait pas en termes pour les patients les plus à risque ou en termes notamment de diminution de la transmission virale. Ce qui est important, c'est que pour ces vaccins, ce qu'il faudra bien regarder, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est que ce n'est pas juste la réponse humorale qui compte, mais aussi la réponse cellulaire T pour avoir une réponse au long cours, pour vraiment permettre d'éviter d'avoir une immunité pérenne et les réinfections virales. Voilà, donc je termine juste sur un point pour vous dire sur le plan épidémiologique qu'on a l'impression, y compris à Nantes, qu'on arrive au pic de la seconde vague. Donc vous avez ici, quand ont été mis en place les mesures du second confinement, ça a continué à monter, donc ça c'est la Loire-Atlantique. Et là, c'est peut-être pas apparent parce que je me suis arrêté au 8 novembre, mais je peux vous confirmer qu'on est plutôt ici aujourd'hui. Donc on a l'impression que ça diminue, mais ça diminue pas aussi vite que lors du premier confinement, parce que c'est un pseudo-confinement et non pas un vrai confinement. Et puis, une note un peu plus alarmiste, c'est vous faire partager les prévisions de l'Imperial College de Londres, qui est quand même la Bible en termes épidémiologiques, qui avait déjà le 16 mars prévu ce qui pouvait se passer en fonction des mesures qui étaient mises en place. Et vous avez en rouge le seuil critique de lit de réanimation. Si on ne faisait rien comme ont fait les Suédois, ce qu'ils prévoyaient en Angleterre, c'est qu'on aurait
une explosion des cas avec une disparition du virus en août, si on met en place les mesures d'isolement des cas, de quarantaine des contacts et de distanciation sociale, eh bien à ce moment-là, on observe que finalement on tient le coup, mais qu'il y aura une deuxième vague qui sera plus forte. C'est ce qu'on a eu l'impression qui est arrivé là au cours de cet automne. Et puis que si on avait en plus fermé toutes les écoles, les universités, eh bien on aurait eu un décalage de cette deuxième vague. Et ce qui prévoit pour les, voyez, jusqu'à l'année prochaine, c'est qu'il va y avoir comme ça des épisodes. Donc on est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu un deuxième confinement, c'est en train de s'améliorer, donc qui a été un peu décalé par rapport à ce qui était prévu. Donc on va lever le confinement, là il y a les fêtes qui arrivent, et donc probablement qu'en janvier-février on va avoir une troisième vague, etc. Alors le vaccin va arriver à un moment et ça va peut-être nous aider, mais en tout cas c'est parti pour un petit moment. Et juste pour vous confirmer cela, ça c'est aux États-Unis, les 3 vagues. Première vague, on avait parlé à New York, c'était la cata. On en a moins parlé après, mais il y a eu une deuxième vague cet été. Et là, ils sont en pleine 3e vague. Et c'est vraiment catastrophique. Et vous voyez, donc ça, c'est le nombre de nouveaux malades par jour en haut. Et ça, c'est le nombre d'hospitalisations. Et vous voyez que c'est en train d'exploser, notamment au Texas et à New York à nouveau. Donc ce n'est pas parce qu'il y a dans un État où il y a eu beaucoup de cas qu'on n'en aura pas. Hein. Donc Paris, voilà, ils ne sont pas absolument protégés d'une 3e vague. Et puis je termine en dire que vraiment, je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients qu'on en a encore pour des mois et des mois et qu'il ne faut pas relâcher nos efforts. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup François. On voit aussi la difficulté de prévoir exactement les choses. Hein. Puis chaque pays a des politiques différentes. Aux États-Unis, c'est tellement hétérogène, notamment avec la politique qui a été menée par Donald Trump, que c'est difficile de faire des modélisations. Mais bon, on va enchaîner avec le docteur Céline Bressolette, qui est maître de conférence au laboratoire de virologie du CHU de Nantes, et qui va nous parler de la place et de la limite des tests diagnostiques. Donc bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité ce soir. Donc j'ai essayé de faire une présentation assez didactique sur les tests diagnostiques qui ont été développés évidemment depuis le mois de février, un peu dans l'urgence, pour répondre aux besoins de diagnostic et de prévention et de dépistage. Donc je commencerai juste par un petit rappel pour resituer un petit peu les choses sur ce virus-là. Donc, je ne sais pas si... du coup, là, sur le virus, donc, que vous voyez à gauche, la particule virale, hein, c'est juste pour reprendre un petit peu les différents éléments qui nous servent pour le diagnostic virologique. Donc c'est un virus enveloppé, dont l'enveloppe comprend des glycoprotéines notamment donc la fameuse protéine S, qui est une des cibles de la réponse immunitaire et contre laquelle on essaye de générer notamment les anticorps vaccinaux. Le génome viral, donc son patrimoine génétique, c'est une molécule d'ARN, donc c'est ce qui nous sert pour faire les tests moléculaires, donc c'est ce que l'on détecte en faisant de la RT-PCR. Et cet ARN viral, il est protégé par une association avec une protéine virale qui s'appelle la protéine de nucléocapside, ou protéine N, qui est aussi une des cibles des tests antigéniques. Donc c'est notamment une des protéines que l'on va détecter avec les tests antigéniques. Et puis il y a d'autres protéines aussi dans la membrane. Donc dans les tests diagnostiques, on va du coup identifier la détection du génome viral par RT-PCR ou par des techniques moléculaires un petit peu différentes, les détections de protéines virales qui sont donc les tests antigéniques, et puis la détection des anticorps qui sont dirigés contre les protéines virales, qui sont les tests sérologiques. Un petit rappel donc sur la cinétique de ces marqueurs. Donc mon trait de début de symptômes est un peu décalé, mais donc comme vous l'a dit le professeur Rafi tout à l'heure, le virus donc commence à être présent en grande quantité dans les voies respiratoires dans les 2 jours qui précèdent le début des symptômes. Donc quand on regarde un petit peu ce qu'on obtient en culture virale, donc le virus infectieux, alors c'est pas du tout quelque chose qu'on fait en routine bien évidemment, mais c'est ce qui nous a permis un petit peu de définir les seuils
de détection et d'infectiosité en fait de la PCR, on voit que le virus il est isolé en culture dans les 2 jours qui précèdent et jusqu'à à peu près 5 à 7 jours qui suivent l'infection. Mais qu'ensuite, ce que l'on va détecter comme génome dans les prélèvements respiratoires, ce n'est plus du virus infectieux, hein, c'est de l'ARN qui persiste, mais il n'y a plus de virus infectieux. Donc c'est ce qui nous permet de dire que, au-delà d'un certain signal de PCR et au-delà d'une certaine période post-début des symptômes, on n'est plus contagieux. Alors en vert, vous avez un petit peu les limites de détection de l'ARN. Donc dans la plupart des cas, l'ARN n'est plus détecté au-delà de 7 à 10 jours. Ça peut aller jusqu'à 14 à 21 jours. Ça peut aller même de temps en temps beaucoup plus loin si on utilise des techniques très sensibles. C'est pour ça qu'on vous dira qu'il ne faut pas faire de test de RT-PCR de contrôle à distance de l'infection. Et la quantité d'ARN que l'on détecte peut être plus importante dans les prélèvements respiratoires profonds. C'est notamment ce qu'on observe dans les formes sévères, notamment les prélèvements de type lavage broncho-alvéolaire. Et en ce qui concerne la réponse anticorps, comme vous le voyez sur ce graphique, en fait, les IgG apparaissent plutôt en même temps, voire quelquefois avant les IgM, et on va les détecter à partir de J7, plutôt à partir de J14 à J21. Ça dépend un petit peu aussi des patients, et plus la symptomatologie est sévère, plus les anticorps apparaissent vite et de façon intense. En ce qui concerne donc les tests de biologie moléculaire, qui ont été les premiers tests développés pour répondre aux besoins en diagnostic. Donc très vite, dès le mois de janvier-février, on a mis en place des tests de PCR en temps réel qui permettent donc de détecter l'ARN viral. Donc ces tests moléculaires sont maintenant disponibles un peu partout dans les laboratoires. Alors il y a différents types de tests. Il y a des tests moléculaires que j'ai appelés semi-manuels ou des tests automatisés haut débit qui nous permettent de faire des grandes séries, qui permettent de faire plusieurs milliers de tests par jour dans la plupart des laboratoires maintenant qui participent au dépistage et au diagnostic de cette infection. Et puis, plus récemment, sont arrivés sur le marché des tests moléculaires unitaires de type point of care qui peuvent être délocalisés, voire des tests multiplex qu'on appelle des tests de diagnostic syndromique qui permettent de détecter plusieurs virus respiratoires dont le SARS-CoV-2. Alors ces tests sont évidemment assez plaisants puisqu'ils permettent d'avoir une réponse rapide, ils permettent quelquefois de détecter plusieurs virus en même temps. Par contre, ce sont des tests qui coûtent beaucoup plus cher et en plus il y a vraiment une restriction sur l'accessibilité de ces réactifs puisque pour l'instant on n'est pas du tout capable de répondre à la demande en termes de tests de ce type. Alors juste une petite aparté un peu technique de virologue sur la notion de CT parce que c'est quelque chose que du coup on retrouve maintenant dans les textes et je pense que c'est une notion sur laquelle il faut quand même être assez prudent. Ce qu'on appelle le CT, en fait, alors j'arrive pas à voir le... Pardon. Comment tu fais ? Ah oui, super. Désolée. Voilà, je voulais le pointeur. Donc, ce qu'on appelle le CT, en fait, c'est le cycle threshold, c'est-à-dire dans une réaction de PCR, le cycle au-delà duquel on va détecter un signal de fluorescence. C'est ce qui est représenté sur ce graphique-là. Donc en fait, quand on mesure l'amplification d'un ARN dans un échantillon, on va mesurer une émission de fluorescence par le biais d'une petite sonde qui émet de la fluorescence à chaque fois qu'une molécule est synthétisée. Donc plus ce signal de fluorescence arrive tôt dans la réaction, plus il y a de virus, en tout cas d'ARN viral dans l'échantillon de départ. Donc un CT qui est précoce, c'est-à-dire qui sort autour de 15, ça correspond à une charge virale qui est très élevée, et un CT qui est tardif, c'est-à-dire qui sort en gros au-delà de 35, ça correspond à une charge virale qui est très faible. Seulement, il faut être un petit peu prudent puisque les valeurs de ces CT en fait ne sont pas les mêmes en fonction des techniques qu'on utilise. Donc la valeur de CT de 33, elle est arbitraire en fait. Elle a été définie par rapport à la technique de référence qui est la technique de l'Institut Pasteur.
Mais il faut que chaque laboratoire soit bien conscient que sa propre valeur de CT peut varier. D'où, je pense, l'importance de transformer ça en une interprétation biologique et non pas une valeur qu'on va rendre à un clinicien dont il ne saura pas forcément quoi faire, mais bien c'est le rôle du biologiste de dire, ben voilà, cette valeur de CT, ça correspond à une contagiosité faible. Alors on ne dira pas nulle, hein, parce qu'on ne prend pas de risque, mais voilà, à un risque de transmission faible ou nul. Voilà, donc ça c'est une première limite et je pense qu'il faut vraiment être prudent avec ça. Et la deuxième limite, c'est que certaines techniques moléculaires ne donnent pas de valeur de CT. Donc vous allez avoir un certain nombre de résultats d'examen qui ne sont pas capables de rendre des valeurs de CT. Donc il n'y a pas forcément en plus besoin ni d'intérêt à rendre ces valeurs de CT pour tous les cas de diagnostic ou de dépistage. Alors, un petit point sur nasopharynx versus salive, parce que ça a fait quand même pas mal parler. Alors, un petit rappel de virologue, là encore, c'est que le virus respiratoire se multiplie dans les cellules épithéliales respiratoires et que donc, moins le prélèvement contient de cellules, moins on est sensible. Bon, ceci dit, dans le cas de l'infection à SARS-CoV-2, il semble quand même qu'il y ait une excrétion salivaire relativement importante, en tout cas dans les premiers jours qui suivent le début des symptômes. Donc en gros, si on compare les deux, globalement, les études de comparaison de méthodes montrent bien que le nasopharynx est quand même beaucoup plus sensible que la salive en situation réelle. Alors pourquoi ? C'est parce que la salive, c'est un prélèvement facile, c'est un prélèvement qui a l'intérêt de pouvoir aussi être adapté à des autoprélèvements, mais et en fait la qualité du prélèvement peut être extrêmement variable en fonction de la façon dont on prélève la salive. Donc ça c'est un point un peu délicat. L'autre point délicat, c'est que la salive que l'on dépose dans un tube, il faut la techniquer après et ça prend du temps. Donc en fait, on ne gagne pas tellement de temps de traitement préanalytique sur un prélèvement salivaire versus un prélèvement de nasopharynx. Par contre, ça facilite le prélèvement, donc ça peut être adapté notamment à des personnes pour lesquelles le prélèvement nasopharyngé est compliqué ou des enfants par exemple. Alors, sur les tests antigéniques, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont dites. Donc, ces tests antigéniques qui sont maintenant disponibles et qui vont être de plus en plus disponibles que vous allez sans doute être amené à utiliser aussi, ce sont des tests qui détectent donc des protéines virales et la plupart d'entre eux détectent notamment la fameuse protéine N qui est associée au génome viral et qui est présente en grande quantité. Ces tests sont basés pour la plupart sur des réactions qu'on appelle de l'immunochromatographie. Donc en fait, on va capter par des anticorps les antigènes, donc les protéines virales qui sont présentes dans un prélèvement. Et puis, ce complexe antigène-anticorps va migrer le long d'une membrane et venir se fixer sur un deuxième anticorps. Donc c'est comme un petit sandwich là. Et ça va générer en fait une réaction chromatographique, donc visible à l'œil nu. Donc c'est facile à lire. C'est rapide. Là, je vous ai mis un exemple de test immunochromatographique. Ça se présente sous la forme d'une petite cassette en plastique, comme ça, de forme variable. Le signal de lecture peut varier aussi. Ça peut être un point ou une petite bande. Alors, les limites de ces tests, puisqu'il y en a quand même, c'est que la sensibilité peut varier en fonction de ces tests. Il y a un petit peu de tout. Les recommandations de la HAS précisent bien qu'il faut choisir des tests dont la sensibilité est supérieure à 80%, la spécificité est supérieure à 90%. Vous avez une liste des tests accessibles sur le site du gouvernement. Voilà, c'est une des limites des tests. Ils sont beaucoup moins sensibles que les tests de RT-PCR, en tout cas au-delà de 4 jours après le début des symptômes. Donc le petit exercice ARN versus antigène. Donc dans les deux cas, de toute façon, pour l'instant, ça n'est validé pour l'antigène que sur les prélèvements nasopharyngés. Donc ça nécessite aussi, comme tous les prélèvements dans le cadre du diagnostic SARS-CoV-2, de gérer le risque infectieux, d'avoir des locaux adaptés, etc.
L'ARN est plus sensible, mais par contre, le problème auquel on a été confronté depuis le début, c'est le délai de rendu de résultat, hein, puisque vous voyez que l'accès au test n'est pas forcément très facile. Côté antigène, donc, un certain nombre de ces tests sont des TROD, donc des tests rapides d'orientation diagnostique, qui sont donc réalisables en dehors d'un laboratoire de biologie médicale, qui permettent d'obtenir des résultats rapidement et qui sont donc potentiellement intéressants au tout début de la symptomatologie. Voilà. Et pour terminer sur les tests indirects, cette fois-ci, donc les tests sérologiques qui vont détecter les anticorps. Donc, comme je l'ai dit au début, la séroconversion a lieu après J7, plutôt autour de J14. Alors, il n'y a pas que des anticorps anti-protéines S qui sont produits, hein, il y a des anticorps contre les différentes protéines virales, notamment contre la protéine N aussi. Les anticorps neutralisants sont notamment ceux qui sont dirigés contre un des domaines de la protéine S, qui est la partie de cette protéine d'enveloppe qui interagit avec le récepteur. Donc la fixation des anticorps dessus permet de neutraliser l'entrée du virus. Et ce que l'on sait, c'est que les titres d'anticorps totaux et d'anticorps neutralisants sont plus élevés et plus précoces dans les formes sévères. C'est ce que vous voyez ici, c'est un petit graphique issu d'une publication. Vous voyez en rouge, en fait, la cinétique d'apparition des anticorps dans les formes sévères versus des formes moins sévères ou asymptomatiques. Voilà. Et là aussi, pour les tests sérologiques, on a deux types de tests. Des tests de type test ELISA, donc automatisés, sensibles et spécifiques, donc, qui sont disponibles dans la plupart des laboratoires d'analyse médicale. Et puis des tests unitaires, hein, qui ont été beaucoup développés, enfin beaucoup déployés au début, notamment au printemps, qui sont là aussi basés un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur des techniques immunochromatographiques, pour lesquels, en fonction des tests, les performances sont extrêmement variables en termes de sensibilité et spécificité. On a eu pas mal de problèmes techniques avec des tests peu spécifiques, donc des faux positifs, et des tests peu sensibles, donc des faux négatifs, quand on les a, quand ils ont été utilisés à large échelle. Ils ont l'intérêt d'être validés pour certains d'entre eux sur 100 total, mais c'est vrai que la place de ces tests est quand même maintenant beaucoup sujet à discussion. Voilà, donc pour résumer tout ça, et si on reprend les fiches réponses rapides là, qui ont été publiées récemment par la HAS, donc vous voyez que la place des tests antigéniques, on va donc la retrouver chez les patients symptomatiques sans signe de gravité, pour lesquels un résultat de RT-PCR n'est pas possible dans les 48 heures, et pour lesquels on peut avoir accès à un test antigénique. Alors, la négativité du test antigénique ne doit pas faire exclure le diagnostic, surtout si vous avez des patients de plus de 65 ans ou des facteurs de risque de forme grave. Donc, dans ce cas-là, il faut quand même aller vérifier avec un test moléculaire dans le nasopharynx. Sachant que c'est là qu'on peut discuter d'un prélèvement salivaire ou d'un prélèvement oropharyngé si le prélèvement nasopharyngé est non ou difficilement réalisable. Et la sérologie SARS-CoV-2, elle peut éventuellement avoir une place en diagnostic tardif s'il n'y a pas eu d'accès à la RT-PCR avant. Et donc je le remets là, mais c'est important, il n'y a pas de contrôle systématique par RT-PCR au bout de 7 jours. Hein. C'est vraiment quelque chose c'est une pratique en fait qui est relativement fréquente mais qui n'a pas de sens, puisqu'on sait vraiment maintenant qu'on peut avoir de la détection prolongée d'ARN viral dans les prélèvements nasopharyngés pendant plusieurs semaines après l'infection, sans qu'il y ait de contagiosité. Donc c'est une pratique à proscrire dans la mesure du possible. Voilà. Et puis pour ce qui est de la conduite à tenir pour les personnes contacts à risque asymptomatiques, donc je vous rappelle que le test, donc il n'y a pas pour l'instant de place pour le test antigénique. Pour les personnes qui vivent sous le même toit qu'un sujet confirmé, donc le test RT-PCR nasopharyngé doit être fait immédiatement, et s'il est négatif, il doit être refait au bout de 5 à 7 jours. S'il est positif, bien entendu, il faut un isolement pendant 7 jours après le test. Et donc isolement pendant les 5 à 7 jours. Et s'il est négatif, sortie d'isolement au bout des 7 jours.
Alors j'ai une petite dernière diapositive de conclusion qui ne veut pas venir. Ouais, ça va venir. C'est juste que l'ordinateur, il fatigue. Donc c'était juste pour dire que la technique de référence, ça reste quand même pour l'instant la détection de l'ARN viral dans le prélèvement nasopharyngé. Qu'il faut bien être conscient des limites liées au prélèvement et au délai de rendu de résultat. Donc c'est là que la détection antigénique peut avoir son intérêt, notamment dans les formes symptomatiques de moins de 4 jours. Et donc j'ai bien insisté dessus, mais je le redis, que l'ARN peut être détecté longtemps dans le nasopharynx avec une infectiosité qui est nulle ou faible après 7 jours. Merci beaucoup Céline pour ces données extrêmement claires. On va passer la parole au professeur Gras Le Guen, qui est chef de service de pédiatrie générale et des urgences pédiatriques du CHU. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner avec quelques informations plus spécifiques à l'enfant cette fois-ci, dans la mesure où, une fois n'est pas coutume, cette maladie est définitivement très différente chez l'enfant de chez l'adulte. Donc je vous propose de voir ensemble les quelques points qui distinguent l'enfant de l'adulte. Je me suis inspirée pour cette revue de littérature et cette actualisation du travail du professeur Cohen, qui est pédiatre infectiologue à Créteil et qui vient de faire cette mise au point dont je me suis servie. Donc la première chose qu'on peut dire en attendant que cet ordinateur s'accélère, c'est qu'on a déjà du recul par rapport au début de la pandémie et qu'on a déjà compris un certain nombre de choses, même s'il reste encore beaucoup de points d'interrogation. Et donc parmi les choses qu'on a compris depuis ces derniers mois, c'est que la Covid-19 est vraiment une maladie bénigne chez l'enfant, qui se contamine peu, qui fait des formes asymptomatiques pour la plupart et rarement graves, et qui semble peu en cause dans la chaîne de contamination. L'autre chose qui nous paraît important à voir ensemble va être l'impact du premier confinement sur la santé de l'enfant. Et donc, on va voir ensemble que ce confinement a eu des conséquences tout à fait importantes sur la santé de l'enfant, mais qui ne sont pas celles que l'on croit, et en particulier qui ne sont pas d'origine infectieuse. Et puis enfin, quelles sont les préconisations pour la prise en charge des enfants fébriles cet hiver. Donc, la diapositive d'introduction avec le plan de ce que nous allons voir ensemble. Le poids de la maladie, je vous en parlais à l'instant. On est dans toutes les publications internationales avec des chiffres qui sont à peu près les mêmes. Les enfants représentent une très faible partie de l'ensemble des diagnostics, puisqu'on est entre 1 et 5% de l'ensemble des cas dans tous les pays. Ce qui a été observé en France, c'est 1,5% des cas pour les moins de 19 ans, avec, on va le voir, un continuum qui est très net. Les nouveau-nés s'infectent quasiment pas, les moins de 11 ans peu, et puis ensuite on rejoint progressivement le profil de l'adulte, et les adolescents s'infectent de manière assez proche de celle de l'adulte par contre. Donc dans le terme enfant, il faut certainement distinguer les différents âges de l'enfance. Ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, très peu d'entre eux ont été hospitalisés pour cette maladie. On a 5 décès qui sont liés au SARS-CoV-2 de façon plus ou moins directe, souvent des co-infections avec des infections bactériennes sévères. Donc on est dans des chiffres bien évidemment qui n'ont rien à voir avec ceux de l'adulte. Et avant l'été, on était avec effectivement des chiffres tout à fait spectaculaires, 10 000 fois moins de décès, 1000 fois moins de formes graves, 100 fois moins d'hospitalisation et beaucoup moins d'enfants en cause dans la chaîne de contamination. Lorsqu'on s'intéresse à tous les travaux qui ont été faits sur les clusters, eh bien, ce qui ressort, c'est que lorsque le virus arrive dans une famille, dans l'immense majorité des cas, c'est l'adulte qui est à l'origine de l'arrivée du virus dans la famille, et que l'enfant est très rarement en cause et très rarement le premier élément contaminant dans les familles.
Donc cette pyramide, pour synthétiser un peu les manifestations cliniques de cette infection virale chez l'enfant par rapport à l'adulte. Encore une fois, peu de décès, très peu de formes sévères, très peu d'hospitalisations et une grande majorité d'enfants symptomatiques de manière très discrète ou asymptomatique. Alors, quelles sont les raisons de tout cela ? Eh bien, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été faites. Il y en a un certain nombre qui ont été validées comme des expressions différentes de récepteurs qui font que le virus ne s'accroche pas ou pénètre peu dans l'organisme. Une meilleure immunité innée entraînée par l'exposition régulière aux infections virales ou encore une réponse immunitaire adaptative différente de chez l'adulte. Quoi qu'il en soit, les résultats épidémiologiques sont tout à fait spectaculaires sur cette forme chez l'enfant. Alors, la question qui paraissait intéressante, c'était quel a été l'impact du confinement ? Eh bien, effectivement, on le sait, très spectaculaire pour réduire la transmission du virus, mais pas que ce virus-là, puisque on a tous dans les différents hôpitaux pédiatriques observé le même phénomène, à savoir une diminution très 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 spectaculaire des passages aux urgences, des hospitalisations, des viroses, toutes causes confondues. Donc ça, ce sont les hôpitaux d'Île-de-France qui ont colligé l'ensemble de leurs observations, et on voit que la plupart des visites, des passages dans les services de pédiatrie ont diminué, que ce soit pour les infections virales comme les rhinopharyngites, les gastro-entérites, ce sont les schémas du bas, et également les infections des voies aériennes supérieures et les otites moyennes aiguës. Par contre, sur le schéma du haut, vous voyez une stabilisation des infections bactériennes comme les pyélonéphrite par exemple, qui n'ont pas été affectées, et donc un impact très fort sur l'ensemble des pathologies virales de l'enfant, qui a fait déserter les services d'urgence pédiatrique. L'autre impact qui était moins attendu, ça a été sur la vente des vaccins. On a accès aux informations concernant la délivrance des vaccins en temps réel, et donc on a pu observer une diminution très très spectaculaire durant cette période de confinement où les enfants n'ont pas consulté, les enfants n'ont pas vu leur médecin, et donc vous voyez que ce soit sur les pentahexavalents, les ROR ou l'HPV, une diminution tout à fait significative de la vente des vaccins et donc de l'administration des vaccins, avec un rattrapage qui a été observé dans l'été, mais qui appelle à la plus grande vigilance, en particulier concernant le ROR, pour lequel la couverture vaccinale était déjà médiocre. Donc le nombre de vaccins non réalisés était absolument considérable, et un rattrapage progressif s'est fait dans l'été, mais là encore, de manière systématique, il faut pouvoir être vigilant sur le calendrier vaccinal des enfants que vous verrez en consultation. Les préconisations étaient donc de poursuivre les vaccinations même pendant la phase du confinement, de les rattraper par la suite. Et donc sur cette deuxième période de confinement, eh bien, tous les cabinets médicaux et les services de soins ont pu continuer à fonctionner et à vacciner les enfants. L'autre impact délétère dont je voulais vous dire un mot était celui sur le fait que les enfants aient dû arrêter la vie en collectivité, et que ça a généré beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de stress, et probablement des effets délétères pour les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir une famille ajustée ou pas suffisamment ajustée. Et donc, à ce titre, il paraissait important de pouvoir maintenir la scolarisation pour la plupart d'entre eux. La question des enfants porteurs de maladies chroniques, bien évidemment, a été très vite abordée. Et donc, je vous montre sur cette diapositive l'ensemble des sociétés savantes qui ont été sollicitées pour pouvoir se positionner quant à l'existence d'une maladie chronique, que ce soit du diabète, de l'insuffisance respiratoire, que ce soit des pathologies avec des origines très différentes. Et donc, toutes ces préconisations figurent sur le document qui est sur cette diapositive et vont toutes dans le même sens, sauf situation très exceptionnelle. Et donc, après validation par le spécialiste qui suit l'enfant, la plupart d'entre eux sont tout à fait habilités à fréquenter l'école et la collectivité.
L'idée était de vous montrer cet article qui a été publié par la Société française de pédiatrie médico-légale et qui fait une mise au point sur les signes à rechercher de principe en post-confinement et qui pourrait faire évoquer une possible maltraitance. Vous savez que les cas se sont multipliés, les appels se sont multipliés et que cette préoccupation doit rester à l'esprit chez tous les médecins qui voient des enfants. Le retour en collectivité a été l'occasion de beaucoup de discussions, beaucoup d'écritures. La plupart des travaux scientifiques vont dans le même sens. Il fallait retourner à l'école et, je vous le disais, les clusters de transmission familiale sont rarement à point de départ pédiatrique, mais bien des adultes qui contaminent les enfants de manière à rassurer tous les enseignants qui ont fait cette rentrée des classes et qui ont accueilli les enfants dès le mois de septembre. Et de fait, les retours qui ont été observés depuis la reprise de l'école vont dans ce sens, puisqu'il n'y a pas eu de signaux inquiétants de contamination dans les classes ni autour des enseignants. Donc la proposition de la Société française de pédiatrie et de l'ensemble des spécialités pédiatriques était vraiment de plaider pour un retour à l'école, compte tenu des effets délétères qu'on avait observés du premier confinement, et c'est ce qui a été fait. On a été suivi dans ces préconisations, puisque à l'heure où je vous parle, nos enfants sont à l'école. Donc voilà les documents qui ont permis d'argumenter cette décision qui a été difficile, qui a été compliquée à un moment où on s'attendait à une circulation virale très intensive. Et c'est de ce fait que cette décision a été assortie d'une préconisation de port de masque, même chez l'enfant à partir de 6 ans. Donc on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Ça a été l'objet d'innombrables questions. Dans la mesure où c'était quelque chose qui n'était pas prévu initialement, mais là qui correspond à une période de circulation virale intensive et qui bien évidemment pourra être levée dès qu'on aura passé cette deuxième vague. Donc je vous propose ici cette frise, mais que vous connaissez déjà puisqu'on en a déjà parlé, avec le moment de la contamination, le moment de la maladie, et puis les différents tests disponibles. La particularité qu'on peut peut-être souligner chez l'enfant concerne les tests de dépistage rapide, les TROD, qui sont peut-être plus facilement positifs chez l'enfant du fait d'une charge virale qui serait particulièrement marquée dans les premiers jours de la maladie et qui permettrait peut-être plus chez l'adulte d'identifier les cas positifs, puisqu'on vous l'a dit, ce sont surtout les tests positifs qui sont informatifs concernant ces tests de dépistage rapide. Et là on voit, comme évoqué déjà, ces PCR qui restent positifs très 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 longtemps et dont on ne peut pas se baser pour le suivi de la maladie. Donc en ce qui concerne ces tests de dépistage rapide qui vont être disponibles et qui sont déjà disponibles pour certains d'entre nous, eh bien l'idée c'est d'exploiter surtout les résultats positifs et en cas de TROD négatif, de considérer le niveau de risque du patient. Si ce patient est porteur d'une maladie chronique ou au contraire vit avec des parents ou des sujets fragiles, eh bien, il faudra compléter les tests négatifs d'une PCR et si ce n'est pas le cas, se contenter d'une surveillance. Donc voilà les algorithmes qui sont proposés aujourd'hui par le groupe de pathologie infectieuse pédiatrique concernant la conduite à tenir pour l'épidémie hivernale habituelle ou non, puisqu'il est possible que les mesures barrières modifient la circulation des autres virus de la même manière qu'on l'a vu au printemps. Donc on redit que les signes de Covid chez l'enfant sont tout aussi aspécifiques que chez l'adulte et qu'on pourra difficilement les prendre en compte pour identifier ce type de virus. L'anosmie agueusie dont on a parlé est exceptionnelle avant 6 ans et a été signalée par contre au-delà de cet âge. Donc en présence de signes de gravité, les choses sont relativement simples. Consultation en urgence et tests
pour rechercher le SARS-CoV-2. Il est évident que c'est un piège diagnostique que de ne pas évoquer également l'existence d'une infection bactérienne sévère, ce d'autant que l'enfant est jeune. Donc avant 6 ans, attention, une fièvre avec des signes de gravité, c'est avant tout une infection pneumococcique, méningocoque, et le SARS-CoV-2, on l'a vu, est rare chez le petit enfant, donc ne doit pas être votre seule hypothèse diagnostique. Dans les formes graves de SARS-CoV-2, ce qu'on a vu chez l'enfant, c'est, vous le savez, le PIMS ou ces pseudo-Kawasaki qui ont pu être observés à distance. Donc, ce sont des réactions post-infectieuses qui surviennent 3 à 4 semaines après une infection aiguë, qui se manifestent chez l'enfant par des symptômes avant tout digestifs, des douleurs abdominales et aussi hémodynamiques, des signes de myocardite, qui s'accompagnent d'une altération franche de l'état général et qui vous feront orienter les patients, bien évidemment, vers l'hôpital. En cas de contact avec un sujet Covid+, ce qui a été observé, c'est que la proportion d'enfants positifs est très supérieure aux autres cas. Et donc, dans cette situation, autour d'un cas contact, il est nécessaire de pouvoir tester les enfants et de leur proposer d'emblée une PCR ou un test de dépistage rapide en fonction de l'équipement dont vous disposez. Dans tous les cas, c'est dans cette configuration qu'on trouve le plus d'enfants Covid+. Et enfin, dernier cas de figure, cet enfant est symptomatique, n'est pas contact avec un cas avéré. Son examen clinique va vous permettre de distinguer 2 cas de figure. Vous identifiez une maladie avérée, évidente, je pense à une varicelle, je pense à une angine à streptoa, je pense à une infection urinaire, auquel cas il n'est pas nécessaire de faire de tests pour rechercher le SARS-CoV-2. À l'inverse, si vous n'avez pas d'autres points d'appel, eh bien, ce test sera important à pouvoir réaliser de manière à ensuite mettre en place des mesures d'isolement et de tracing si jamais il était positif. Donc voilà la liste des infections qui peuvent vous dispenser de ce test, qui est bien évidemment à ajuster, à adapter et à prendre au cas par cas. Je vous ai mis pour terminer la liste des propositions et une revue tout à fait exhaustive de la littérature qui vient d'être publiée sur le site de la Société française de pédiatrie, en complément des questions rapides dont Céline vous a parlé tout à l'heure sur le site de la HAS. Il y a 12 questions concernant l'enfant et l'adolescent porteur de pathologies chroniques qui sont aussi tout à fait intéressantes à lire sur le site de la HAS. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Christelle, merci à vous 3 pour ces diaporamas extrêmement clairs. On a fait un petit peu la collection de quelques questions là. Je commence par peut-être quelques questions adultes. On parlait de l'antibiothérapie tout à l'heure et il y a une question sur quand mettre sous antibiotique quelqu'un qui a un Covid avéré et comment choisir son antibiotique? Alors juste pour dire qu'au début du Covid, en mars-avril, surtout en mars, on s'est précipité sur les antibiotiques. Un infectiologue qui voit un patient arriver avec une pneumonie fébrile, même si on sait maintenant qu'elle est virale et inflammatoire, on a mis des antibiotiques à tout le monde. Et puis, avec l'expérience, on s'est aperçu qu'on n'avait aucune documentation bactérienne, quasiment pas en tout cas, et que finalement, on a arrêté de faire ça. Et même chez les patients très graves hospitalisés, on ne met pas d'antibiotiques systématiques. Donc les antibiotiques, c'est pas automatique même pour le Covid, on pourrait dire ça, et que on ne met des antibiotiques que lorsqu'on a un patient qui a des crachats purulents, dans le cadre d'un Covid, un patient qui a à l'auscultation un foyer vraiment clairement bien individualisé de pneumonie, en sachant qu'un patient Covid qui va faire des signes pulmonaires va avoir une auscultation avec des crépitants bilatéraux, parfois asymétriques, donc c'est parfois pas absolument évident. Et que donc, ce que j'ai mis dans ma diapo, c'est que la recommandation aujourd'hui qui est validée par l'HAS du 5 novembre, c'est pas d'antibiotiques pour les Covid en ambulatoire, y compris chez les patients
qui commencent à avoir des premiers signes de gravité, sauf si vous avez des éléments d'orientation vers une infection bactérienne associée. En aucun cas, ça va être la CRP, ça va être uniquement la clinique. Donc si vous avez fait un bilan biologique, pas la CRP, ça va être la clinique, c'est-à-dire vraiment un foyer pneumonique, comme on a dans une pneumonie à pneumocoque, ou des crachats purulents, ou à la radiologie, vraiment le radiologue qui vous dit il y a une pneumonie. Ça se discute après pour les immunodéprimés. Là, le débat n'est pas complètement tranché, mais ce qu'on appelle immunodéprimé, ce n'est pas un sujet âgé, ce n'est pas un obèse, c'est un patient qui aurait une corticothérapie au long cours, dont on sait que l'infection virale peut favoriser plus facilement les infections bactériennes, ou qui aurait un vrai traitement immunosuppresseur, notamment dans le cadre d'une greffe ou d'une autre maladie immunologique. Mais dans les autres cas, non, pas d'antibiothérapie. Est-ce qu'on commence à avoir des données sur les séquelles à long terme de la maladie? Alors, les séquelles à long terme, ça a été très discuté. Il y a beaucoup d'études en cours. En gros, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que à 3 mois à 6 mois, il n'y a quasiment pas de séquelles pulmonaires, y compris chez les patients qui ont été longtemps en réanimation. Donc, on avait crainte qu'il y ait des fibroses pulmonaires. Il y a peut-être une exception, c'est des patients qui font des pneumonies condensantes qui finissent peut-être par avoir des fibroses, mais c'est exceptionnel. Bien sûr, si les patients ont au préalable une pathologie respiratoire chronique, dans ce cas-là, ils peuvent, au décours du Covid, aggraver leur maladie respiratoire, mais en aucun cas, pour l'instant, il n'a pas été décrit dans la littérature de séquelles de novo chez les patients qui n'avaient pas. Alors après, il y a des séquelles psychologiques majeures. Que les patients sont très traumatisés de recevoir de l'oxygène pendant plusieurs jours ou semaines, ou de passer en réanimation, même pour de la surveillance. C'est extrêmement traumatisant au long cours. Donc il faut ce soutien psychologique dont je parlais, et puis des séquelles peut-être également neuropsychiques chez certains patients, ou des séquelles post-réanimation neuromotrices. Voilà, ça oui, mais c'est comme n'importe quel patient de réanimation lourd qui a vécu des stress énormes. Mais sur les séquelles, sinon, il n'y a pas de séquelles d'organes qui soient aujourd'hui décrites. Pas mal de questions sur les tests antigéniques, et notamment une question sur la sensibilité des tests antigéniques chez les patients asymptomatiques. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore suffisamment, je pense, de données d'opérations de dépistage grande échelle chez des personnes asymptomatiques, RT-PCR versus test antigénique. Et c'est ce qui explique notamment qu'il n'y a pas de recommandation en fait, à l'utilisation de ces tests antigéniques en dépistage. Alors après, ils ont été évalués avec des cohortes de patients, pour la plupart hospitalisés, sur des échantillons analysés en rétrospectif. Donc voilà, la limite de ce qu'on sait de ces tests, c'est ça, c'est la façon dont ils ont été évalués. Donc clairement, on manque encore de données sur leur sensibilité en dépistage. Donc je me garderais bien de donner un chiffre précis, parce que j'avoue que je n'en suis pas capable. Je peux préciser, Céline, certains laboratoires privés proposaient des tests antigéniques pour des dépistages asymptomatiques de patients qui partaient en voyage ou qui voulaient se rassurer et tout. Ça n'est clairement pas recommandé. C'est très dangereux de faire ça en termes de fiabilité du résultat. Et comme l'a dit Céline, ça n'est recommandé par l'HAS que chez les patients symptomatiques dans les 4 premiers jours des symptômes, en alternative à la PCR lorsque celle-ci, pour laquelle on ne peut pas avoir le résultat dans 48 heures. La deuxième situation où c'est également recommandé, c'est dans les institutions de personnes âgées ou les EHPAD, en dépistage des cas contacts. Ça permet de faire du screening, puisque c'est quand même d'une certaine sensibilité. Donc ça évite de saturer, vu les épidémies d'EHPAD aujourd'hui, saturer les plateaux de virologie. Oui. La spécificité est bonne globalement de ces tests. Donc c'est vrai qu'un résultat positif, c'est un résultat qui est utile. Un résultat négatif, évidemment, est à prendre vraiment avec beaucoup de prudence. Mais aujourd'hui, on en est en taux de positivité en Loire-Atlantique à 14% des tests réalisés. Donc vous imaginez bien que si on va à la pêche
pour 86% de négatifs, vous allez avoir une fiabilité de l'antigène qui, chez un individu lambda qui n'est pas symptomatique, n'a aucun intérêt. Et puis on rappelle la prudence de l'interprétation chez les patients à haut risque, de forme sévère, ou les contacts de personnes à haut risque également, avec ces tests antigéniques qui sont quand même a priori beaucoup moins sensibles au-delà de J4. Oui, clairement. Question difficile, est-ce qu'on peut faire l'infection 2 fois ? Alors c'est une très bonne question, et c'est une question qui va se poser de plus en plus en attendant le vaccin. Et clairement, oui, on peut faire l'infection 2 fois. Le problème, c'est très difficile à prouver. En gros, il y a une vingtaine ou trentaine de cas publiés dans la littérature. Ça nécessite de séquencer le virus pour être sûr qu'on a 2 virus différents lors de la première et la deuxième infection, puisque le virus, comme tout virus, mute, même s'il y a des mutations qui ne concernent pas les protéines majeures, et notamment la protéine S, mais il y a des mutations dans d'autres parties du virus qui permettent de dire que c'est des virus différents, mais c'est exceptionnel, et en gros, on considère que ce n'est pas la règle, et que l'immunité dure de l'ordre de 6 à 12 mois, on n'a pas plus de recul, mais par rapport aux cinétiques virales, notamment les Anglais ont publié il y a 8 jours un papier montrant que certes, les gens perdaient les anticorps, probablement certains entre 3 et 6 mois, mais avec des techniques très sensibles, on les retrouve encore, et surtout en termes d'immunité cellulaire, pour la plupart des patients, il reste... Voilà. Alors après, c'est un virus respiratoire, il n'est pas certain il est probable qu'on n'ait pas une immunité à vie pour ce genre de virus. Oui, mais c'est vrai que clairement, sur le nombre de cas d'infection confirmés maintenant depuis le début dans le monde, par rapport au nombre de cas publiés de réinfection certaines, enfin en tout cas, si c'était quelque chose de fréquent et de grave, je pense qu'on aurait plus de données là-dessus. Tout à fait. Et le corollaire, on y a déjà en partie répondu, c'est... Est-ce qu'il y a un taux d'anticorps considéré comme protecteur ? Je pense que c'est difficile de répondre étant donné qu'a priori il y a une immunité cellulaire qui vient compenser la baisse rapide des anticorps. Ce qu'on peut dire, c'est le travail de l'équipe de Strasbourg, qui a été la première à travailler là-dessus et qui a été regardée jusqu'à des niveaux très faibles d'anticorps. Pratiquement tous les patients du Grand Est qui ont guéri ont fait des anticorps, même à des niveaux faibles, et il n'y a pas eu chez eux de réinfection. Donc voilà. Question vaccination, et c'est intéressant parce que c'est combien de temps après un Covid on peut se faire vacciner contre la grippe ? Alors, il y a des recommandations qui sont sorties il y a 2 ou 3 jours et qui disent qu'il n'y a pas de délai, il faut juste ne plus être symptomatique, ne plus être fébrile. Voilà, nous, on dit, ce qu'il faut savoir, alors ça c'est aussi une question intéressante pour Céline, mais c'est que pour l'instant, il y a tellement de coronavirus qui circulent que les autres virus respiratoires, ils sont un peu en retrait, et que je ne sais pas si on aura une épidémie de grippe, il n'y en a pas eu dans le sud, dans l'hémisphère sud, mais ça ne veut pas dire que voilà, il faut faire très attention parce que ça peut quand même circuler assez vite, ce type de virus. On l'a bien vu avec le Covid ou avec le H1N1. Donc il faut pour autant vacciner les patients et le plus possible, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait les 2 infections qui co-circulent. On n'est pas sûr que ça puisse pas être le cas. Et juste pour dire que nous, ce qu'on fait, compte tenu de la situation actuelle, c'est que pour les patients qui ont un Covid, on attend quand même 15 jours pour les vacciner. Voilà, mais bon, c'est pragmatique. Voilà. Oui, ça c'est une question de bon sens, étant donné qu'il y a une lymphopénie souvent importante en phase aiguë, on attend la phase de récupération, effectivement. Le parallèle de ça, c'est un pro qui ferait, enfin un pro ou pas d'ailleurs, qui ferait un Covid là. Est-ce qu'il doit se faire vacciner si on a un vaccin disponible au printemps ou à l'été 2021 ? Quand on regarde, alors après, ça va être un débat qu'on va avoir, c'est un peu tôt de dire. C'est vrai que quand on entend le professeur Gralegen, on n'a pas envie de vacciner les enfants car ils n'ont pas de forme grave et ils ne transmettent pas. Donc franchement, leur faire subir un vaccin supplémentaire alors qu'ils ont déjà beaucoup d'obligations vaccinales, épidémiologiquement, je pense que ça n'a pas de sens. Maintenant, il va falloir bien l'expliquer. Il est clair que chez les personnes très à risque ou les professionnels, ça peut avoir un intérêt. Maintenant, c'est une maladie, certes, qui peut tuer, mais 0,5% ou 1% des gens meurent. Donc il faudra être sûr que le vaccin a une sécurité d'emploi
qui est extrêmement élevé par rapport au risque. Et donc, il faudra peser bénéfice-risque. Et il y aura sûrement des recommandations de sociétés savantes. Je ne fais pas partie de la Ligue anti-vaccinale. Je pousse pour la vaccination. Mais là, en l'occurrence, je suis un peu sec pour aller plus loin dans ma réflexion. Ce d'autant que je précise que pour le vaccin Pfizer et Moderna, j'ai des doutes qu'on les ait en Europe, compte tenu de la complexité de stockage et tout, et du fait que c'est du marché américain pour lequel il y a des commandes, et qu'en plus, c'est des vaccins à ARN messager. C'est une totale nouveauté en matière de vaccinologie, et je pense qu'on n'a pas assez de recul pour faire des recommandations dans la population générale, y compris chez des professionnels bien portants. Voilà, donc il y a beaucoup de questions non résolues par rapport à tout ça. Il y aura la discussion de la stratégie de cocooning aussi, puisque en fait, le but c'est quand même de protéger les plus fragiles. Et on a vu que l'incidence des formes graves, elle augmente de manière totalement corrélée à l'âge. Et il y aura cette question-là aussi sur la nécessité de protéger nos proches fragiles, qui seront peut-être moins réactifs en termes de réponse immunitaire par la vaccination. Donc ça, c'est des questions importantes qui vont se poser au moment où on aura des vaccins, et qui vont amener à gérer la campagne vaccinale également. J'en profite pour dire quand même que c'est pas le moment d'attraper la grippe, même s'il n'y en a pas beaucoup, et c'est pas le moment de se faire hospitaliser avec une grippe potentiellement grave. Donc il y a aussi cet aspect-là qui pousse à faire de la promotion pour la vaccination antigrippale, même si pour l'instant, c'est vrai, ça circule peu, mais on a vu tout à l'heure les taux de saturation un peu limites, voire parfois dépasser des services de réanimation et de médecine également. Et je crois que toute maladie infectieuse évitable doit être évitée en ce moment. Ainsi, on peut faire un message assez simple. Une question plus pour Christelle, je pense. S'il y a un Covid dans une famille, est-ce qu'on doit tester tous les enfants? Et si oui ou sinon, à quel âge? Alors, c'est vraiment la configuration, c'est le cas de figure où on a une proportion d'enfants positifs plus importante autour d'un cas familial. Donc s'il y a un cas dans la famille, oui, il faut tester tous les enfants et il n'y a pas de limite d'âge. Ensuite, la faisabilité du test, elle n'est pas facile chez les tout-petits. Et donc, il y a des laboratoires ou des drives qui sont équipés spécifiquement pour prendre en charge les tout-petits, qui, dans cette indication très particulière, relèvent effectivement d'un dépistage. Et donc, le dépistage, c'est PCR, bien évidemment. Alors pharyngite ou rhinite isolée sans fièvre, ça fait pas partie des signes qu'on a décrits dans cette maladie. On l'a vu comme chez l'adulte, la plupart des enfants ont de la fièvre. Donc juste le nez qui coule, c'est pas une indication à tester. Il faut quand même avoir de la fièvre pour faire le test. Quelqu'un qui aurait, pareil, on en a parlé, quelqu'un qui a fait un Covid avec une PCR positive, qui est cas contact récent, est-ce qu'on lui refait une PCR? Pour moi, non. Clairement, non. Ouais. Non, il faut refaire une PCR éventuellement s'il y a des symptômes qui sont très évocateurs d'une nouvelle infection à SARS-CoV-2 pour investiguer effectivement une suspicion de réinfection, mais c'est la seule fois où... Alors, on peut juste parler d'une situation un peu exceptionnelle, mais qu'on a quand même vu chez certains patients. Il y a des patients qui font un Covid chronique. C'est des patients qui sont immunodéprimés avec une déplétion lymphocytaire B, des lymphomes, des myélomes ou des patients qui ont des pathologies hématologiques ou de greffe d'organes. Et ces patients-là font des Covid chroniques avec une virémie, c'est-à-dire une replication virale très prolongée, notamment au niveau du sang. Parfois, ils sont guéris au niveau respiratoire. Et ils sont fébriles de manière prolongée. 3 semaines, nous avons eu, vous avez peut-être vu à la télé là, cette semaine, un patient de 31 ans qui voulait passer sur Télé Nantes et qui a témoigné
il était hospitalisé pour une asthénie majeure, une lymphopénie majeure et une fièvre à 39 depuis 3 semaines, avec sans autre explication que ce Covid chronique. Donc nous avons des thérapies, notamment des plasmates convalescents pour les guérir rapidement. Mais c'est une situation exceptionnelle. Donc dans ce cas-là, oui, on peut, mais c'est vraiment une affaire de spécialistes. Il y a des questions sur les durées d'isolement, notamment transfert en SSR, parce que les gens s'interrogent pourquoi au-delà de 7 jours, on n'est quasiment pas plus contagieux et malgré tout, on garde des durées d'isolement de 14 ou 24 jours. C'est un peu ce qu'a expliqué Céline, c'est que finalement, il y a une corrélation entre la durée de portage et la réponse immune. Un sujet immunocompétent va faire une réponse normale et comme tout virus respiratoire, au bout de quelques jours, il n'y a plus de virus dans les sécrétions respiratoires. Pour les patients immunodéprimés, par sécurité, et parce que certaines études ont montré que le portage était plus prolongé, on dit jusqu'à J14, et si la forme est plus grave, on dit jusqu'à J24. Mais voilà, c'est un peu pour essayer d'être prudent par rapport à des situations qui sont peut-être des extrêmes de ce qu'on peut voir. Mais... C'est exactement ça. On est sur la partie droite de la courbe de Gauss, c'est pour prendre 0 risque en fait. Et 14 jours d'isolement, c'était compliqué, donc 7 jours plus 7 jours de précaution, c'est... Pour les formes ambulatoires, ça paraît tout à fait cohérent. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions, manifestement. Donc, il me reste à vous remercier tous les trois, à remercier l'équipe de Medcal qui a organisé cette soirée, puis à vous remercier, vous tous qui êtes derrière vos écrans ou qui serez derrière vos écrans pour la retransmission. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.